Autre arrêt majeur de l'information sur votre chaîne panafricaine Afrique Média, c'est donc la grande tribune qui s'ouvre à vous, amis lecteurs. Dans le cadre de cette autre édition, nous sommes bel et bien le mercredi 14 mars d'an de grâce 2018. Et bien, comme chaque matin, nous allons donc à l'abordage des 7-1, mais surtout les meilleurs tels que choisis par notre rédaction. Question de vous permettre et nous permet également de voir un peu plus clair dans le labyrinthe de ces différentes publications. Et bien, ce matin, elles sont donc nombreuses, ces différentes unes qui ont donc été minutieusement triées et choisies, même d'ailleurs dans le cadre de cette autre édition de la Grande Tribune. Depuis donc l'Afrique centrale, avec donc Gabon Économie, qui est effectivement en ligne depuis quelques heures, le journal semble davantage s'étaler et même s'étendre sur ce conflit qui oppose le gouvernement de ce pays-là avec donc la société française Veolia à la une donc du journal. Rupture de contrat avec la dite société. Initiative, développement, recherche et conseil exige cette fois-ci la publication du contrat de concession. En tout cas, c'est ce que nous dit la une ce matin de Gabon Économie qui nous informe que s'immisçant dans l'affaire opposant l'État gabonais au groupe français Veolia, maison mère de la Société d'énergie et de l'eau du Gabon, l'ONG IDRC demande la publication de la convention de concession afin de dissiper tout malentendu. Près d'un mois après l'annonce du ministère de l'eau et de l'énergie de la rupture de la convention de concession du groupe français Veolia au Gabon, et bien le conflit opposant depuis lors les deux parties continuent de faire grand bruit. Le week-end écoulé après que l'affaire a été portée devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, un organe d'arbitrage de la Banque mondiale. C'était donc au tour de l'ONG IDRC de s'immiscer dans ce conflit en appelant les autorités gabonaises à publier la convention de concession qui liait naturellement le gouvernement gabonais à la dite société, il faut le dire désormais. C'est donc ce dossier donc désormais traduit dans les différentes institutions juridiques. Question de voir un peu plus clair dans ce dossier qui avait raison, qui avait tort. En tout cas, la structure française semble un tout petit peu tirer le rideau de son côté et veut effectivement avoir désormais raison sur le gouvernement gabonais contre cette rupture, on va le dire plutôt brutale, survenue il y a quelques mois, il y a quelques semaines seulement, du côté donc du gouvernement gabonais. En tout cas, c'est une information qu'il va falloir suivre de très près, qui concerne naturellement cet état-là avec Veolia du côté du Gabon. On reste dans ce pays, on s'intéresse à l'eau, oui, cette fois-ci avec donc Gabon Refuel qui nous fait savoir sa une. Eau en sachet, la nouvelle astuce des fabricants retient le journal. Depuis donc quelques jours, une nouvelle marque d'eau est proposée aux consommateurs dans certains commerces de Libreville. Alphonsine Ouattara, apparu peu après l'interdiction du gouvernement de la vente d'eau en sachet. L'astuce de son fabricant est de proposer le précieux liquide dans un bocal en plastique. Les eaux en sachet, en dépit de quelques récalcitrants, ne sont plus vendus dans la capitale. Les eaux en sachet ne sont plus vendues dans la capitale. Le ministre de l'économie a d'ailleurs interdit l'importation, la production, la distribution et la commercialisation. C'était donc le 26 février dernier. Et bien, on a visiblement l'impression que les caciques de ce côté-là ne semblent pas entendre cela d'une oreille et ont même déjà entrepris quelques mécanismes pour pouvoir contourner cette décision gouvernementale visant effectivement à interdire la production, consommation même et la vente des produits ou alors des objets de l'eau en sachet dans ce pays qu'on appelle le Gabon. En tout cas, l'intégralité de l'information, vous la lirez, elle est contenue ce matin dans les colonnes de Gabon Refuel qui est naturellement en ligne depuis quelques heures. On s'intéresse cette fois-ci à la cour criminelle spéciale qui est effectivement mise en place depuis quelques temps du côté donc, du Gabon avec donc le journal L'Union qui est en kiosque depuis quelques heures. Cour criminelle spéciale du Gabon. Les juges sont déjà prêts. Prêts pourquoi? Prêts effectivement pour s'appesantir sur les dossiers brûlants des détournements de fonds privés et même publics qui sont effectivement en suspens dans ce pays-là qu'on appelle le Gabon d'ici depuis quelques temps. Eh bien, cette cour constitutionnelle aura donc pour mission principale, même d'ailleurs, de pouvoir trancher avec la plus grande transparence possible ces différents dossiers-là qui sont donc en suspens. Nous voyons un peu plus clair dans cette information avec notamment Gabon Actualité qui est en ligne depuis quelques heures. Le journal notamment semble s'intéresser à ce grand dossier appelé donc Opération Mamba dans ce pays-là qu'on appelle le Gabon. Le titre donc à sa une, la boîte de Pandore s'ouvre désormais. Eh bien, le journal fait savoir que les ex-hauts cadres de la République en détention préventive donc à 100 familles dans le cadre de l'opération main propre baptisée Mamba sortiront bientôt de leur cellule
pour passer à la barre devant une cour criminelle spéciale pour ne rien cacher au peuple, victime des détournements présumés. Les débats de la CCS seront donc retransmis, nous dit le journal, en direct à la télévision nationale. Promet donc les Gabonais pourront donc découvrir en live comment les budgets ont été détournés, par qui, avec la complicité de qui. En tout cas, le premier à passer à la barre, nous dit le journal, sera donc Blaise Wanda. Ce sera demain, précisément le 15 mars, c'est-à-dire demain. Il gérait, il faut le dire, avec le journal, un financement européen pour assainir les bassins versants de Libreville. Après Wanda, nous dit le journal, suivra donc tour à tour, dans 2 mois, l'ancien ministre Magloire Ngambia, Étienne Dieudonné Ngoumbou, Paul Mapessi, Grégoire Baïma, Landry Patrick Oyaya, Léon donc Ntémé. La question que tout le monde se pose, essaie de savoir désormais si ces détenus d'aujourd'hui ne passeront-ils pas publiquement à table pour éclabousser toute la nomenclature locale. En tout cas, on va dire, c'est du Just Wait and See avec Gabon économique qui nous fait désormais savoir que le journal, que le pays qu'on appelle le Gabon a désormais lancé les grandes manœuvres. Question de mettre désormais la main sur ces hors-la-loi qui ont fait notamment même bas sur l'économie, alors la fortune gabonaise. En tout cas, c'est donc du Just Wait and See tel que nous révèle ce matin le quotidien Gabon et Actualité qui est naturellement en kiosque. Nous sommes du côté de la Centrafrique. Eh bien, on s'intéresse au transport urbain, plus précisément les mototaxis, avec donc le journal, ça une véritable plaie sécuritaire. En tout cas, c'est la une retenue ce matin par nos confrères centrafricains du journal La Nouvelle Centrafrique qui nous fait savoir que vu le taux très élevé d'accidents de la route causés notamment par les conducteurs de mototaxis en Centrafrique, eh bien, plus de 2400 incidents ont été donc enregistrés en moins de 5 ans. Le gouvernement et la MINUSCA s'en sont d'ailleurs inquiétés. Eh bien, ils sont en commun lancé il y a quelques jours à Bangui une vaste campagne de sensibilisation dénommée La route tue. Faisons attention sur le code de la route et de la sécurité routière à l'intention des conducteurs de ces 2 roues à Bangui, Bimbo et même du côté des Bongwa. Il faut le dire, sont d'ailleurs nombreux ces conducteurs de taxi, moto, alors de moto-taxi qui n'ont aucune qualification, qui n'ont même pas réussi à un concours de permis de conduire, mais qui, pour des besoins, on va dire, de nutrition, de survie même, se sont donc lancés dans ce transport-là, et bien, causant donc de nombreux dégâts, tels que ce matin, la Nouvelle Centrafrique nous fait d'ailleurs savoir avec des chiffres que près de 2400 accidents seraient donc répertoriés du côté donc, de la République centrafricaine. Donc, désormais, question pour le gouvernement et la MINUSCA, qui est d'ailleurs cette mission onusienne en charge de la sécurité, le maintien et le retour de la paix dans ce pays, de pouvoir donc tirer à sonner d'alarme sur ces conducteurs d'engins à 2 roues, de se responsabiliser, peut-être même de recycler ce secteur d'activité qui est d'ailleurs le plus prolifique, on va dire, depuis quelques années désormais sur le continent africain, que ce soit en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, Cameroun, République centrafricaine, j'en passe d'ailleurs, sont désormais, on va dire, asphyxiés par le phénomène de mototaxi qui, à côté d'ailleurs de ces accidents à répétition, sont parfois pointés du doigt. Accusateurs, à tort ou à raison, qui est aussi parfois responsable de nombre d'agressions que l'on observe d'ailleurs dans les rues du côté du continent africain. Aller absolument dans les colonnes de la Nouvelle Centrafrique est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Nous partons en République démocratique du Congo, cette fois-ci avec donc Corbeau News qui est en kiosque depuis quelques heures. Le journal semble s'intéresser au retour cette fois-ci de l'opposant en exil Katumbi. Le jeune fait savoir que l'opposant en exil Katumbi se dote d'une machine à gagner la présidentielle. C'est là une retenue ce matin par Corbeau News qui nous fait savoir que l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi Chapoué a pris de vitesse ses alliés de l'opposition en lançant, c'était donc lundi depuis l'Afrique du Sud, une machine à gagner l'élection présidentielle prévue donc le 23 décembre en République démocratique du Congo. Il a d'ailleurs annoncé son retour pour juin cette fois-ci. On rappelle Katumbi, richissime homme d'affaires et ancien allié de poids du président Joseph Kabila, est sous le coup d'une condamnation à 3 ans de prison prononcée en 2016. Un dossier qualifié de mascarade par les évêques catholiques congolais dans un rapport confidentiel, mais qui lui vaut de risquer la prison s'il pose un pied en République démocratique du Congo. L'ex-gouverneur de la province du Katanga et président du club tout-puissant Mazembe, l'une des gloires d'ailleurs du football africain, partage aujourd'hui sa vie entre la France et la Belgique. En tout cas, on a visiblement l'impression dans ce dossier, on va dire version Katumbi, que le gouvernement de la République démocratique du Congo, en tout cas, a essayé un tout petit peu d'écarter ce dernier
dernier dans la course donc pour la présidentielle prévue donc en 2018, puisque d'ailleurs interdit de séjour du côté de la République démocratique du Congo. Et même depuis quelques temps, on a vraiment l'impression que M. Katumbi Champoué n'a pas renoncé à sa volonté, à son ardent désir de briguer d'ailleurs mandat du côté donc du côté de Kinshasa. On attend de savoir effectivement comment est-ce qu'il va y parvenir, parce qu'effectivement il interdit de fouler le sol de la République démocratique du Congo, et ce qui plonge d'ailleurs un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui est d'ailleurs en proie à des vives tensions sociétales depuis effectivement quasiment beaucoup de temps, depuis quasiment 2016, avec donc ces accords, on va dire, de la Saint-Sylvestre qui semblerait-il ne sont pas respectés par M. Joseph Kabila Kabange, qui est donc jusqu'ici à la tête de cet État qu'on appelle la République démocratique du Congo. Nous convoquons cette fois-ci la une du magazine panafricain Afrique Révélation, qui semble s'intéresser effectivement à ces nombreux massacres qui sont désormais monnaie courante dans ce pays-là qu'on appelle donc la République démocratique du Congo. À la une de ce pays, de ce journal Afrique Révélation, des massacres en Ituri, un député inquiet pour ces élections en perspective donc en décembre, prévu en décembre 2018. Et bien le journal nous fait savoir qu'un nouveau massacre a frappé l'Ituri mardi, faisant donc au moins 30 morts dans cette région du nord-est de la République démocratique du Congo, où le porte-parole des députés prévient que ces violences ne doivent pas servir de prétexte à un nouveau report des élections présidentielles prévues dans ces pays-là. Civils massacrés, villages incendiés, population déplacée face aux tourmentes qui prévalent depuis décembre. Eh bien, les habitants s'interrogent sur le rôle des forces de sécurité, alors que le ministre de l'Intérieur se trouvait dans la région lundi, comme les deux précédentes. La nouvelle tuerie a visé les villages du territoire de Djungu, au nord du chef-lieu Bunia, dans cette province entourée par le Soudan du Sud, l'Ouganda, le lac Albert et le Nord Kivu à 2000 km donc de la capitale, la Kinshasa. Quelques nouvelles. D'ailleurs, ce matin, le magazine panafricain Afrique Révélation qui nous fait savoir qu'en l'espace de quelques temps seulement, et bien comme les deux précédents massacres qui ont donc eu lieu dans cette localité de ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, et bien des villages sont partis en fumée, des vies également ont été emportées. En tout cas, la République démocratique du Congo vit effectivement une des périodes les plus, on va dire, tonitruantes et même macabres de son histoire. C'est donc à lire et à découvrir ce matin dans les colonnes du journal Afrique Révélation. La trompette a retenti hier du côté donc de la Maison-Blanche. C'est bel et bien aux États-Unis, avec toujours, et comme toujours, recommande depuis qu'il est d'ailleurs en poste de président de la République des USA, le président des États-Unis, Donald Trump. Et bien là, une donc du journal Tchad Info, le secrétaire d'État Rex Tillerson remercié après son retour du Tchad. Nous renseigne donc à sa une Tchad Info. On prend les mêmes et on recommence cette fois-ci. Le secrétaire d'État des US Rex Tillerson limogé au lendemain d'une visite au Tchad. C'est la une retenue ce matin par nos confrères du journal Al-Wida qui nous font savoir ce matin que Donald Trump a annoncé mardi dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'État par l'actuel directeur de la CIA Mike Pompeo. Donald Trump voulait donc une nouvelle équipe, nous fait savoir le journal, avant les négociations historiques avec la Corée du Nord. Et bien expliqué un haut responsable américain du côté donc des États-Unis. En tout cas, une information qui a d'ailleurs qui a fait le tour du monde, jamais vu dans la diplomatie américaine, effectivement, où un secrétaire d'État est donc limogé alors qu'il était d'ailleurs en plein exercice de ses fonctions lors de cette visite d'une semaine donc du côté du continent noir. Monsieur Rex Tillerson qui a donc visiblement accourté son séjour donc du côté des États-Unis pour rentrer donc s'enquérir des informations fraîches faisant état de ce qui serait d'ailleurs limogé sans précédent par le président donc Donald Trump. Eh bien, il sera donc remplacé à ce poste par Mike Pompeo, même si jusqu'ici on n'a pas les véritables raisons de ce limogeage, on va le dire hors du commun. On a quand même quelques bribes d'informations, telles que nouvelles ce matin, le quotidien Al-Wida qui nous fait savoir bien que pour des raisons purement diplomatiques, on veut effectivement d'établir quelques partenariats juteux avec la Corée du Nord, les États-Unis qui font depuis quelque temps des yeux doux à cette partie du territoire de l'Asie. Question effectivement de pouvoir s'arracher, on va dire, les soutiens ou alors le partenariat avec la Corée du Nord. Eh bien, M. Rex Tillerson qui a donc été écarté au profit tout simplement de Mike Pompeo. L'intégralité de l'information est donc à lire ce matin dans les colonnes d'Al-Wida qui est effectivement en kiosque depuis quelque temps.
nous sommes au Cameroun avec donc le quotidien gouvernemental camerounais, Cameroun Tribune à sa une, donc opération Cameroun-Chine. Paul Biya est donc invité à Béding, c'est ce que nous révèle ce matin Cameroun Tribune qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. On va s'intéresser cette fois-ci à l'opération épervier dans ce pays-là lancée il y a quelques temps avec donc le quotidien Mutation relance donc de l'opération épervier à qui profitent donc les fuites. C'est la une qui embrase la une, c'est l'information qui embrase autant pour moi la une du quotidien Mutation à sa une ce matin. Comment et pourquoi les interdictions de sortie du territoire de Basile Tanganakuna, Louis Max Aïna, David Koto et Manet, Richard Manga et la liste est loin d'être exhaustive, eh bien, se trouve désormais sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous révèle ce matin Mutation, même son de cloche, donc avec le messager interdit de voyager à Tanganakuna dans les réseaux et désormais dans les eaux troubles, nous dit donc la une du quotidien Le Messager. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, le secrétaire d'État aux travaux publics en charge des routes sont sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire camerounais, pourraient d'ailleurs avoir à répondre à leur gestion, passer devant la justice. Et bien, il faut dire depuis donc ce remaniement ministériel Yang 4 lancé le 2 mars dernier par le gouvernement camerounais, et bien bon nombre de hauts commis de l'État font désormais de mandats d'arrêt alors de poursuites judiciaires pour leur gestion jugée calamiteuse lors de leur fonction, donc au rang desquels M. Atangana Kuna, qui est donc d'ailleurs épinglé par le gouvernement camerounais. Ils sont d'ailleurs nombreux pour des raisons diverses. On parle effectivement de M. Edgar Alain Mebengo, on parle de bon nombre de personnalités de ce pays-là qui seraient donc épinglées par le gouvernement de Biya, qui veut effectivement que lumière soit faite sur un certain nombre de dossiers qui inculpent ou alors interpellent ces derniers à beaucoup plus on va dire à donner beaucoup plus d'éclaircies et d'éclairage. Question d'avoir le carnet sur ces différents dossiers que visiblement ils auraient fait main basse dans la gestion de la fortune publique du ce gouvernement qu'on appelle donc le Cameroun. En tout cas, l'opération EPV semble-t-il continue de voler plus haut. Question effectivement de mettre la main sur ces hauts hors la loi, on va le dire comme cela. On parle télécom dans ce pays-là avec donc l'œil du Sahel. Nous apprenons ça une que MTN menace de quitter le Cameroun dans une interview. Donc le directeur financier du groupe sud-africain a cité les pays comme le Bénin ou le Cameroun où ils devraient donc réduire leur portefeuille. En tout cas, rien ne filtre jusqu'ici en venant effectivement de la firme sud-africaine MTN sur les raisons fondées de ce départ. Peut-être à l'horizon de MTN du côté donc, du Bénin et même du Cameroun, même si l'on apprend effectivement de quelques tableaux de ce côté-là que pour des raisons de réduction de son portefeuille, eh bien, la firme sud-africaine voudrait donc désormais libérer le plancher dans ce pays où la téléphonie mobile, il faut le dire, est plus ou moins bousculée par la concurrence. On parle de bon nombre de firmes étrangères et occidentales qui sont d'ailleurs installées dans ce pays-là qu'on appelle le Cameroun, qui partagent effectivement le gâteau, ce gâteau communication, de télécommunication dans ce pays-là. Est-ce qu'MTN ne trouverait-il plus désormais véritablement sa part de couloir, alors sa part d'espace dans ce véritable, on va dire, dans ce véritable combat des télécommunications dans ce pays-là? En tout cas, on serait jusqu'ici affirmé parce que rien ne filtre du côté donc de cette agence de télécommunications installée depuis quelques années dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Parlant de développement dans ce pays, le quotidien L'économie nous renseigne à sa une qu'il y a donc un véritable retard pour l'émergence du Cameroun, en croire le journal de Thierry Ekouti. 7 ans donc après sa mise en œuvre, la vision 2035 du président Paul Barthélémy Biya tarde donc à porter ses fruits. En témoigne donc le dernier rapport de l'Observatoire pour l'émergence en Afrique, tel que nous voyons ce matin, le quotidien de l'économie, en tout cas l'intégralité de l'information. Les faits sont d'ailleurs relayés, retracés par le journal de Thierry Ekouti qui croit savoir ce matin que l'agenda proposé par le chef de l'État Paul Biya en vue de l'émergence de ce pays qu'on appelle le Cameroun à l'horizon 2035 serait un véritable leurre. À la preuve d'ailleurs, les chantiers structurants qui devraient effectivement accompagner ce processus d'émergence sembleraient tarde et piétine encore, en tout cas. C'est ce que nous renseigne ce matin le quotidien de l'économie. Sortons du Cameroun avec de Guardian Post. Les huissiers convoquent les conseillers du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à une réunion de la campagne sénatoriale. Ce mouvement est perçu comme une tentative désespérée, nous dit le journal, de rassembler les conseillers mécontents du conseil de Boya qui s'oppose à la liste sénatoriale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du Sud-Ouest, qu'il considère comme composée à majorité de candidats
candidat tout simplement impopulaire tel que Nouvelle ce matin, Guardian Post, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures du côté donc du Cameroun. Nous quittons définitivement l'Afrique centrale pour donc nous installer en Afrique australe avec donc Lusaka Time. Le président Edgar Lungu nous dit le journal rencontre le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Titre donc à sa une Lusaka Time qui nous fait savoir que les deux chefs d'État se sont donc rencontrés mardi. C'était donc lors d'un déjeuner de travail. C'était du côté de l'Afrique du Sud. Le président Lungu qui était d'ailleurs accompagné du ministre des Affaires étrangères Joe Malandi, du ministre des Affaires présidentielles Freedom Sikwanze et du haut-commissaire zambien en Afrique du Sud Emmanuel Mwamba. Le président Lungu a d'ailleurs fait citer Cyril Ramaphosa pour son élection à la présidence de l'ANC lors de la 54e conférence de l'ANC qui s'est tenue au Nasrec. C'était donc en décembre 2017 du côté donc de Johannesburg. En tout cas, M. Edgar Lungu, qui on le sait, hein, ne taraude pas, ne lésine pas sur le moins quand il s'agit effectivement de féliciter ou alors de donner son avis sur une question d'actualité brûlante ou pas. En tout cas, pour ce dernier, il a tenir à féliciter son compatriote, alors à féliciter le président sud-américain, sud-africain, autant pour moi, Cyril Ramaphosa, tel que vous voyez ce matin, Lusaka Time. Likoro se bat contre le verdict de viol. Pointe à sa une ce matin de Namibian qui nous fait savoir ce matin que l'ancien conseiller ministériel Vincent Likoro a demandé à deux juges de la haute cour de Windhoek de l'autoriser à faire appel auprès de la Cour suprême contre sa condamnation pour viol. On ne peut pas conclure qu'un appel de Likoro contre sa condamnation pour viol n'aurait aucune chance de succès. L'avocat de la défense, Louis Botez, a plaidé hier lors de l'audition d'une demande de Likoro d'autorisation de recours donc devant la Cour suprême. La plupart du discours de Botez devant donc le juge Dina Yusiku et la juge par intérim Johanna Salionga se sont donc concentrés sur la représentation légale de Likoro lors de son procès devant le tribunal régional de Katima Molilo. Botez soutenant que Likoro n'était pas correctement représenté, en tout cas lorsqu'il a dit à ce qu'un conseiller ministériel au rang desquels Vincent Likoro soit accusé effectivement d'une affaire de viol dans un pays qu'on appelle effectivement la Namibie. Eh bien, on a envie de se poser la question de savoir où va effectivement le continent africain où ceux qui sont censés être des véritables modèles sont accusés, parfois à tort ou à raison. En tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu, me dira-t-on, pour des faits aussi infâmes que celui d'un viol venant effectivement d'un haut commis de l'État. Cela laisse quand même un petit goût de remords pour de nombreux Africains qui attendent effectivement de voir ce pays-là, mais surtout un État aussi, un État comme la Namibie qui a effectivement qui a beaucoup à donner et même à redonner au continent africain, surtout à sa population qui se voit donc en train de se concentrer sur des dossiers tels des viols venant de la part des hauts commis de l'État. Eh bien, cela n'est pas tout simplement honorant, n'honore pas d'ailleurs le continent africain. En tout cas, l'intégralité de l'information, on va dire plutôt macabre, et donc contenu ce matin dans les colonnes du quotidien de Namibian qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Nous sommes en Afrique du Sud avec le journal des Citizens qui est d'ailleurs disponible en ligne ce matin. S'intéresse donc à l'ancien président sud-africain Cyril Ramaphosa et titre donc à sa une Jacob Zuma et titre dans sa une Zuma a dépensé 15,3 millions de rand pour éviter les poursuites judiciaires sur les cassettes et d'espionnage, a révélé une lettre du procureur général sur une période de 9 ans. Tout calcul fait donc avec le journal, cela équivaut à 15,3 millions de roupies de dépenses irrégulières pour empêcher Zuma de sortir de prison, a déclaré le dirigeant de l'Alliance démocratique Mumsi Maïmane. Il doit d'ailleurs rembourser cet argent, le dit le journal. Le procureur général répondait donc à une lettre de l'Alliance démocratique datée donc du 17 janvier 2018. Eh bien, il faut le dire, désormais l'image de M. Jacob Zuma est quasiment désormais assimilable du côté de cet État-là à des scandales à répétition. Après donc, pour des faits de corruption, cette fois-ci, M. Jacob Zuma, qu'est-ce que j'ai ce matin avec Cyril Ramaphosa? Eh bien, c'est donc Jacob Zuma qui serait donc tout simplement épinglé par la justice sud-africaine pour avoir un tout petit peu dissipé près de 15,3 millions de rentes pour éviter effectivement des poursuites judiciaires sur des cassettes d'espionnage qui visiblement épinglaient l'homme fort à une certaine porte de Johannesburg qui aujourd'hui a d'ailleurs dû abandonner
abandonné son poste de président de la République sud-africaine après donc des scandales à répétition. Eh bien, désormais, ces scandales sont remis à l'ordre du jour par la presse sud-africaine qui veut tout simplement que monsieur Jacob Zuma puisse effectivement répondre de ces actes devant donc la loi telle que l'ouvert ce matin de Citizens. La justice doit combattre la corruption et l'impunité. C'est ce que nous révèle ce matin en Go Press. Nous sommes bel et bien là du côté de l'Angola. Eh bien, le journal fait savoir que le chef de l'État angolais, João Lourenço, a affirmé mardi à Luanda que l'intention était de rendre la justice capable de répondre aux grands défis de la lutte contre la corruption et l'impunité, contribuant ainsi à la moralisation du système social, politique et économique et rendre dans le marché intérieur plus compétitif pour l'attraction de l'investissement privé national et étranger. Fait également partie de cette intention selon le président de la République qui a d'ailleurs dirigé la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire de 2018. Eh bien, le chef de l'État a d'autre part dit qu'il s'agit également de garantir l'accès à la justice et aux droits de tous les citoyens, quel que soit leur statut social ou même économique, afin que leurs droits soient pleinement respectés et même défendus. Selon lui, la création de la Cour constitutionnelle en 2008 et l'approbation de la nouvelle constitution de la République en 2010 ont donc permis de faire de la justice angolaise un facteur efficace de la promotion de la citoyenneté, de la paix et même de la cohésion sociale. Et bien qu'on a toujours coutume de le dire, il faut donc des institutions fortes pour des États forts. C'est ce que fait, on va dire, depuis quasiment 2008, ce gouvernement qu'on appelle effectivement l'Angola. Il faut dire depuis même le passage d'Eduardo dos Santos, l'ex-président angolais, jusqu'à João Lourenço. On a visiblement l'impression qu'on a envie de pérenniser cette volonté d'avoir des institutions fortes qui c'est effectivement de permettre à cet État-là de véritablement garder une tête ou alors de véritablement garder son statut, on va dire son image sur la scène internationale, on va dire depuis donc l'arrivée de João Lourenço à la tête de cet État qu'on appelle effectivement l'Angola. On avait effectivement ces nombreuses manœuvres qui ont été mises sur pied, question d'assainir, on va dire, la scène politique angolaise, en passant notamment par le limogeage sans précédent d'Isabel dos Santos, qui est d'ailleurs la fille de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos, qui a d'ailleurs été limogé de son poste de PDG de Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. C'était donc en novembre 2017. Dernier, on a l'impression, on avait effectivement vu avec compris effectivement que M. João Lourenço voulait effectivement permettre à cet État de l'Angola de véritablement permettre à tous les leviers économiques de ce pays-là de reprendre le chemin de la croissance économique, tel qu'on voit d'ailleurs les journaux qui sont effectivement disponibles depuis quelque temps du côté donc de l'Angola. Nous quittons définitivement l'Afrique australe pour l'Afrique du Nord avec donc le soir d'Algérie qui est effectivement en ligne opposition et présidentielle en 2019, donc à la une du journal Division autour d'une candidature unique. Et bien le journal nous fait savoir désormais que pour affronter efficacement l'échéance de 2019, un projet est en marge, est désormais en marge, dégager un candidat unique issu donc de l'opposition ou de la société civile. Est-il pour autant réalisable? C'est là toute la question retenue ce matin par nos confrères du quotidien Soir d'Algérie. Eh bien, le journal fait savoir que le défi est lourd et à la hauteur d'ailleurs de l'ambition elle-même, puisque son aboutissement signifierait alors l'entrée du pays dans une nouvelle ère politique révolutionnant tous les chemins auxquels sont habitués les Algériens depuis effectivement l'indépendance. Il faut le dire, depuis naturellement l'indépendance, le pays est désormais, on va dire, embrigadé par un seul régime, celui de M. Bouteflika, qui semble d'ailleurs ne pas abandonner sa volonté de se présenter aux élections présidentielles prévues donc dans ce pays-là en 2019. Mais un fait relevé ce matin par nos confrères le soir d'Algérie, qui est d'ailleurs un fait qu'on peut d'ailleurs généraliser à l'ensemble de l'opposition africaine, c'est qu'il y a, on a l'impression qu'il y a une véritable difficulté, même de l'imbroglio, autour de la procédure de dégager un candidat unique qui sortirait effectivement de la coalition de l'ensemble des partis politiques de l'opposition dans ce pays-là qu'on appelle l'Algérie. Dieu sait combien ils sont nombreux, ces partis politiques de l'opposition. Mais on a vivement l'impression qu'on ne réussit pas à s'entendre sur qui va porter effectivement la voix de l'ensemble de ces partis de ces partis de la coalition de l'opposition. Question d'aller effectivement faire face à M. Bouteflika, qui semble d'ailleurs reconforter à son poste de président de la République algérienne, même si on a l'impression que les sons de cloche qui nous parlent de ce côté-là font état
stade, est-ce qu'il y aurait un véritable mécontentement de la part de la gestion de ce dernier? D'ailleurs, les faits les plus sagnants et même sanglants de ce côté nous font d'ailleurs preuve de ce que ce régime n'est plus totalement en phase avec l'ensemble de la société civile du côté donc de l'Algérie. À la preuve, ces nombreuses revendications, alors ces nombreuses manifestations, que ce soit dans le secteur de la santé avec ces médecins résidents qui ont d'ailleurs battu le pavé pendant plusieurs mois et finalement qui ont obtenu, on va dire, gain de cause de la part du gouvernement. À côté de cela, on a également le syndicat des enseignants du secondaire, eux également, qui jusqu'ici sont d'ailleurs en train de battre le pavé. On annonce d'ailleurs un véritable consensus qui ne serait pas évidemment envisageable entre ce syndicat-là et le gouvernement. Bon nombre de secteurs aussi sensibles du côté de l'Algérie sont plus ou moins paralysés par des revendications à répétition, ce qui laisse désormais croire qu'il y a de la place pour cette opposition, si et seulement si cette dernière, parlant de cette opposition-là, visiblement allait donc en rang unique et non en rang dispersé. Question d'aller un tout petit peu bousculer la hiérarchie. En tout cas, 2019, ce n'est plus loin. C'est très bientôt donc du côté de l'Algérie. Il faudra donc s'y atteler si on veut tout simplement changer le paradigme Bouteflika pour s'ouvrir désormais à une nouvelle ère telle que l'ouvrait d'ailleurs le soir d'Algérie, qui est effectivement en ligne et en kiosque depuis quelques heures. Nous quittons donc l'Afrique du Nord cette fois-ci pour l'Afrique de l'Ouest, et nous sommes là bel et bien du Togo. Et quand on parle du Togo, depuis quasiment quelques temps, on s'intéresse notamment à cette crise politique qui dure et qui perdure même depuis quelques temps dans ce pays dirigé notamment par Faure Yachibé. Eh bien, le journal s'intéresse au dialogue politique, nous fait savoir que cette semaine est une semaine décisive pour une sortie de l'impasse et même de crise. Une délégation américaine a d'ailleurs échangé avec la coalition des 14. On attend de savoir effectivement si cela va permettre à ce pays-là de retrouver, on va le dire tout simplement, la calmie totale. Eh bien, il faut dire, depuis l'entrée en jeu du président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui semble être désormais le facilitateur entre l'opposition, on va dire la coalition des 14 et le gouvernement en place, on a visiblement l'impression que les choses bougent et que peut-être la sortie de crise, c'est pour bientôt. En tout cas, elle ne se fera pas si le gouvernement vraisemblablement ne lance pas, ne jette pas un regard aussi sérieux sur les revendications formulées jusqu'ici par l'opposition incarnée par Jean-Michel Fabre et même par l'imam de Sokodé, Tikpi Achandam, qui effectivement appelle à la révision, au retour de la Constitution de 1992, mais surtout qui prône effectivement la limitation des mandats, la révision des fichiers électoraux. C'est un nombre on va dire, de préalables formulés par l'opposition jusqu'ici qui semblerait vraisemblablement pas intéresser, alors effectivement intéresser le gouvernement de Faure Yachibé. En tout cas, il va effectivement de l'intérêt de tous que la paix et la stabilité reviennent dans ce pays-là qu'on appelle tout simplement le Togo, qui est donc en proie depuis quelque temps des vives tensions sociétales qui a d'ailleurs même paralysé l'économie de ce pays-là et même bon nombre d'événements majeurs qui n'ont d'ailleurs pas pu se tenir. On pense notamment à ce sommet de la CEDEAO qui n'a visiblement pas pu se tenir puisque le pays est dans un contexte social beaucoup plus tendu. En tout cas, l'intégralité de cette information est donc contenue ce matin dans les colonnes de Liberté, qui s'est d'ailleurs adressé en toute liberté à sa une ce matin. Dialogue politique dans semaine décisive pour une sortie de l'impasse et même de crise sociale du côté donc de ce pays qu'on appelle le Togo. Nous quittons donc le Togo pour nous installer du côté du Sénégal. Dossier donc embouteillage et bouchons dans ce pays qu'on appelle le Sénégal. Dakar, capitale immobile, nous dit donc tout simplement le journal. En tout cas, c'est un fait qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans bon nombre d'États, dans bon nombre de villes sur le continent africain. Eh bien, ces villes qui sont quasiment bondées et même bornées des véhicules. D'ailleurs, la une choisie ce matin par nos confrères du quotidien Enquête. Est-ce qu'on peut encore la voir à la une, mon cher Marius, pour voir effectivement combien eh bien, les bouchons sont désormais, on va dire, monnaie courante du côté donc de Dakar, eh bien, où circuler devient désormais un véritable calvaire. Avoir un véhicule du côté du Sénégal, c'est comme si vous avez créé ou alors creusé vous-même votre propre tombe pour aller quasiment un peu au moins une distance relativement courte. Eh bien, il vous faut passer des heures et des heures dans des bouchons entre klaxons, cris et nervosité. En tout cas, tout y passe et tout repasse d'ailleurs. Eh bien, comme le disait un certain chanteur à une certaine époque,
époque, eh bien, le développement ne suit pas, alors qu'effectivement, la population semble évoluer bien croître de façon arithmétique, on va le dire. Le développement sur le plan infrastructurel semble évoluer de façon tout simplement géométrique, ce qui nous conduit donc à ce que nous observons depuis quelque temps sur le continent africain, où les bouchons sont véritablement devenus le quotidien des citoyens du Sénégal et même partout ailleurs. En tout cas, c'est une véritable enquête donc menée ce matin par nos confrères du quotidien Enquête Plus, qui veut voir et comprendre le pourquoi de ces bouchons à répétition dans un pays qu'on appelle effectivement le Sénégal. À lire absolument ce matin dans les colonnes du journal. Nous convoquons la une ce matin de Fraternité, qui est donc disponible depuis quelques heures, dans tournée du trophée de la Coupe du Monde dans les 51 pays. L'objet d'art présenté donc au chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara par un ancien vainqueur de la Coupe du Monde 98. C'était donc du côté de la France, l'aurait compris, la France qui avait réussi à dompter à cette époque-là le Brésil. C'était donc avec un certain Zinedine. En tout cas, ce n'est pas lui qui est donc plébiscité pour présenter ce trophée au président Alassane Dramane Ouattara. C'est l'un de ses coéquipiers à cette époque-là. Eh bien, le président, le trophée qui a donc été posé dans un lieu public du côté donc d'un hôtel du côté de la Côte d'Ivoire. Question de permettre à tous ces nombreux fans de ce trophée de pouvoir tout simplement venir au pied de cet objet d'art, on va dire, de prendre connaissance de cet objet d'art et question de se ressasser un tout petit peu, il faut dire. C'est donc un véritable projet qui avait été lancé en 2006, visiblement avec l'ancien président de la Fédération internationale de football association, qui permet donc désormais à ces nombreux fans et supporters du football de s'approcher ou alors de voir de plus près ce précieux sésame qui va donc être remis tout simplement en compétition. Ça sera donc en juin prochain du côté donc du pays de Vladimir Poutine, qui accueille, on le sait bien, la 31e édition de la Coupe du Monde de football, qui va d'ailleurs abriter cet état-là. À lire absolument dans les colonnes du quotidien Fraternité Matin l'intégralité de l'information. Mais nous sortons définitivement de cette grande édition de la Grande Tribune avec donc le journal français La Croix, qui s'intéresse cette fois-ci au rôle que joue désormais effectivement le journaliste dans nos différents États, avec donc le journal à sa une. À quoi servent encore les journalistes? Eh bien, à quoi servent encore les journalistes? Interrogation qui embade la une du quotidien français La Croix. Eh bien, le journal fait savoir que les assises internationales du journalisme qui s'ouvrent aujourd'hui du côté du Tour, c'est donc en France, débattront de critiques adressées à une profession désormais chamboulée par le numérique. Eh bien, il faut désormais le dire, avec donc l'arrivée et même le développement de nouvelles technologies de l'information et même de la communication. Eh bien, tout le monde est désormais journaliste, dit journaliste sur la toile, journaliste sur les réseaux Facebook, Twitter et tout ce qui va avec. Par conséquent, on ne sait plus finalement qui exerce dans ce métier noble réservé à une catégorie de personnes jugées à une certaine époque comme étant des élus du peuple et même des élus de Dieu. Eh bien, tout le monde est désormais journaliste, même si la qualité de la pub et même l'angle de traitement semble parfois être tout simplement hasardeuse et même tirée, on va dire tout simplement, selon la sensibilité des uns et des autres. On a visiblement l'impression que la toile semble désormais être la véritable vitrine d'expression même des gouvernements. Question de faire savoir et même de dire par un moment donné son ras-le-bol. En tout cas, le journal croit savoir désormais qu'au-delà de tout, eh bien, le journaliste garde sa place de leader dans le traitement de l'information et même du traitement et même du traitement de l'information, comme cela est d'ailleurs l'une de ses missions régaliennes. À lire donc ce matin dans les colonnes du quotidien La Croix pour connaître effectivement la place réservée désormais aux journalistes, avec dans l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui n'épargnent plus aucun pays, plus aucun État, plus aucune fonction. Et bien, puisqu'on en parle ce matin, allez donc consulter le journal qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures du côté donc de la France. Ça sera tout, amis lecteurs, pour cette autre édition de la Grande Tribune sur Afrique Média Télévision. Merci en tout cas de nous avoir prêté cette oreille religieuse dans le cadre de cette autre édition de la Grande Tribune. Reste qu'à vous souhaiter très bonne continuation en compagnie des programmes d'Afrique Média Télévision. En tout cas, n'oubliez pas, Afrique Média, le monde, c'est nous.